Le rucher Vignoul situé à Alleur dans la région liégeoise vous ouvre ses portes. Monsieur Claude Vignoul qui est là, qui donc ouvre ses portes, son garage et son jardin et sa miellerie dans le cadre de la journée de l'abeille, la journée mondiale des abeilles, c'était hier, le 20 mai chaque année. Alors comme on a pas mal d'enfants, on va essayer d'axer un petit peu la visite du jardin de façon un peu plus ludique, les adultes pourront aussi participer. Et donc en fait, Monsieur Vignoul est apiculteur, et dans apiculteur on entend api comme Apis mellifera, donc comme abeille, c'est le nom latin de l'abeille qui fait du miel. Et puis on entend culture, apiculture, je disais tout à l'heure, c'est un peu comme viticulture, donc monsieur a déjà entendu mon discours, mais je le répète. Donc en fait, il fait vraiment de la production de miel, c'est vraiment sa passion, son loisir, c'est le mien également. Mais à côté de cette abeille, parfois on parle d'abeilles domestiques, parce que c'est vraiment des abeilles qu'on a à travers les millénaires domestiquées. Il y a tout un tas d'autres abeilles. Et ma première question, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai fait le teasing, vite on ne dit pas la réponse, est-ce que vous avez une idée de combien d'abeilles différentes il y a en Belgique, combien d'espèces d'abeilles différentes? En comptant les gros bourdons qu'on voit de temps en temps, hop, il y a un petit bourdon qui vient de passer, vous voyez que ça vole quand même pas mal. En comptant les abeilles qui se prennent pour des guêpes, parce qu'elles n'ont pas de poils. En comptant les abeilles qui sont toutes noires ou toutes rousses, très poilues, pas poilues, des grosses, des petites. Est-ce que vous avez une idée de combien d'abeilles différentes? Alors dites n'importe quoi, dites à chaud. Combien? 200. 4200. Ouh, ça c'est beaucoup trop, mais c'est bien d'essayer. Alors on va faire une moyenne. 1000 c'est un peu trop. Alors pour vous dire, il y a 2000 espèces différentes en France. Ah oui. Vous faites la proportion Belgique-France, déjà vous faites une petite fraction. Allez, 380 espèces d'abeilles différentes. Moi personnellement dans ma vie, j'ai peut-être vu 15 abeilles différentes. Les gros bourdons avec le cul blanc, les gros bourdons avec le cul roux, des abeilles lignées grises et noires, des toutes rousses, des abeilles de ruche. Je ne suis pas sûre d'en avoir déjà vu beaucoup plus. 380 espèces et il n'y en a qu'une qui vit dans une ruche. Donc c'est l'Apis mellifera. Donc les 379 autres abeilles, où vivent-elles? Elles vivent dans la nature. Elles vivent où à votre avis? Tiens, si je vous posais la question, où vivent toutes ces autres abeilles? Elles peuvent faire des trous dans la terre. Oui. Bonne idée. Elles peuvent faire des trous dans les souches ou s'il y a déjà des trous dans les souches, elles vont aller dedans. Dans les murs des maisons, très juste. Les frelons? Les frelons, ils vivent où? Alors les frelons, c'est pas des abeilles, mais on peut en parler quand même. Eux, ils fabriquent leur nid, tout simplement. Avec un genre de pâte à papier qui mâchouillent dans leur bouche et ils font une boule de papier. Ça, c'est une façon de faire, même si ce n'est pas des abeilles, c'est une idée. Alors, d'autres idées où peuvent vivre les abeilles, on a dit entre des espaces de briques dans les murs, on a dit dans des trous des arbres, dans le sol, dans les nichoirs à insectes, très bien. Et qu'est-ce qu'on met dans les nichoirs à insectes? Des petits bâtonnets, donc elles peuvent très bien, donc dans un tube de tige creuse. Elles peuvent vivre aussi entre les lamelles d'une pomme de pin, par exemple. Vous voyez, les pommes de pin, quand elles s'ouvrent, elles ont plein de petites lamelles, elles peuvent aller se cacher là-dedans. Les coccinelles adorent aussi aller se cacher là-dedans. Tu vas les laisser au sol tout l'hiver, et au printemps de l'année prochaine, tu vas aller regarder tout le petit monde qui vit dedans. Tu auras plein de petites bêtes qui vivent dedans. La nature, comment c'est fabriqué par la nature, ça? C'est les arbres, ta théorie est bonne, c'est fabriqué par les arbres, c'est même fabriqué par la grande famille des sapins. Voilà, il y a plusieurs formes. Monsieur Vignoul, outre le fait de faire des ruches de production, il a également aménagé son jardin pour accueillir tout un tas d'autres insectes pollinisateurs. Je vous ai parlé des 380 espèces d'abeilles, mais il y a plein d'autres insectes qui ont un rôle dans la pollinisation des fleurs. Alors la pollinisation, c'est quoi? Je fais très vite parce qu'il y a des enfants, donc c'est un peu théorique. Il y a des fleurs qui ont des petites graines mâles et des petites graines femelles. Dites maman comment on fait un bébé, c'est la même chose chez les fleurs. Les graines mâles, c'est le pollen. Et donc il faut que la graine mâle trouve la graine femelle. Soit c'est dans la même fleur, c'est facile, on secoue la fleur et la graine, hop, trouve son chemin toute seule. Parfois la graine mâle doit aller trouver la graine femelle qui est sur une autre fleur. Ça c'est les insectes qui font ça. Ils vont dans la fleur, toutes les petites graines mâles, le pollen s'accroche à leurs petits poils, c'est pour ça que les bourdons et tout ça c'est poilu. Hop, ça va dans une autre fleur et ça dépose.
Alors, on a parlé des coccinelles, mais il y a tout un tas d'autres insectes qui font ce travail-là. Et en faisant un jardin accueillant pour la biodiversité, ben, tous ces insectes-là vont naturellement venir s'installer dans les arbres, dans la terre, dans les creux des souches, etc. Donc il y a l'apiculture et puis à côté de ça, il y a un monde immense concernant les insectes. Donc quelqu'un disait tout à l'heure, bah oui, les insectes, pas que les abeilles. Il y en a trois. Il y en a trois, super. Ça vit où? Ben, ça vit entre autres dans la terre. D'où l'intérêt dans son jardin de laisser un petit morceau de terre à nu. C'est bien la pelouse, mais c'est bien aussi de laisser une petite terre à nu. C'est tout bête, hein. Il y avait un rond de bois, en le déplaçant, ben, l'herbe était morte en dessous, et on a un quart de mètre carré de terre à nu. C'est bien pour les insectes, c'est bien pour les bourdons, vous pouvez les enterrer, etc. Mais c'est aussi bien pour les oiseaux, et c'est bien de laisser de la terre à nu, mais alors en plus grande quantité pour les oiseaux, parce que certains oiseaux ont également besoin de terre pour faire leur nid. Il y a aidez-moi, celle qui fait le printemps, l'hirondelle, merci, qui fait entièrement son nid en terre, mais également la citelle torche-pot, c'est un tout petit oiseau qui va squatter les nids des autres oiseaux, par exemple le pivert, sauf que l'entrée du nid du pivert est trop gros, donc la citelle torche-pot, elle va prendre la terre qu'elle va trouver et elle va remaçonner toute l'entrée pour faire un petit trou juste pour elle. Donc quand on a un jardin, essayez un petit mètre carré quelque part chez vous de laisser de la terre à nu. Comme ça c'est bien pour les insectes, mais c'est bien aussi pour les oiseaux. Ils ont besoin d'avoir à manger, d'où l'intérêt d'avoir des plantes qui fleurissent toute la saison. Donc les premiers perce-neige fin février jusqu'aux lierres au mois d'octobre. Et puis très important, les insectes, surtout les abeilles qui font du miel, elles ont besoin de boire. Énormément. Pareil pour les oiseaux. Donc, M. Vignoul a laissé ici un petit abreuvoir à abeilles. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'il met des petits bouchons dedans? Pour s'y poser. Pour se poser dessus. Les abeilles, c'est pas des poissons, ne savent pas nager, surtout qu'elles sont poilues. Donc, si elles ont les poils mouillés, ben, elles vont couler. Donc elles vont se poser et elles vont boire assez souvent. Bon là, je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, elles vont venir parce qu'on est très nombreux. Mais si vous repassez tout à l'heure tranquillement, vous attendez 3-4 minutes, vous pouvez être sûr que vous allez voir une abeille qui va venir se poser dessus et qui va venir boire. Voilà, donc si on n'a pas la possibilité de faire une mare dans son jardin, ben juste un tout petit abreuvoir à oiseaux et un petit abreuvoir à abeilles. Un point d'eau, ben c'est la même chose que l'abreuvoir à abeilles, sauf que c'est version XXL. Alors les têtards, c'est pas des insectes, c'est des bébés grenouilles. Mais effectivement, ça vit dans l'eau. J'ai entendu par là, moustiques. Alors les bébés moustiques, pas les moustiques parce qu'ils sont dans notre chambre à coucher, les moustiques, mais les bébés moustiques. Donc le moustique va pondre dans l'eau, effectivement, et donc les larves de moustiques vont vivre dans l'eau. J'ai entendu la réponse à quelqu'un d'autre à citer autre chose. Les libellules, donc pareil, les bébés libellules vont vivre parfois plusieurs années dans l'eau. Donc si on veut des libellules chez soi, ben, il faut avoir de l'eau. Les têtards, on les voit. Tu vois qu'il y a la planche. Sur la planche, il y a des petites bêtes avec une queue. Ouais. Tu sais ce que c'est comme petite bête? Et c'est le bébé de qui, les têtards? C'est le bébé des grenouilles. Elle est pas. Ah, des petites têtards. Ah ouais. On a déjà dit pour aider les abeilles, on leur met de l'eau. On leur donne des abris, des branches, de la terre. La dernière chose pour aider les abeilles, dont on n'a pas encore parlé, semer des fleurs. Mieux que semer des fleurs, moi je dis, planter des arbres. Parce qu'un arbre d'aubépine comme vous avez là au-dessus, c'est des milliers, des dizaines de milliers de fleurs, bien plus qu'un petit pré fleuri de 2 mètres carrés au fond de vos jardins. Si vous n'avez que ça, faites-le, semez 2 mètres carrés, 1 mètre carré, c'est déjà très très bien, et plantez des arbres. Ceux qui parlent de tonde raisonnée, à votre avis, pourquoi on n'a pas tondu ici cette grande bande? Pardon? Nous sommes en période effectivement de régression énergétique. On économise de l'essence, première chose. Deuxième chose, Pour la biodiversité. et qu'est-ce que ça apporte pour la biodiversité de laisser
de l'herbe. Papa, ça, c'est aux insectes, Il y a- aux oiseaux. Voilà, c'est des petites graines pour les oiseaux, c'est des fleurs pour les insectes. J'ai parlé de la grenouille et du crapaud aussi il y a 2 minutes. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant pour eux? Alors, un petit peu de frais, tout à fait. Par les grosses chaleurs, ben, ils vont venir vraiment se cacher dans les herbes. Qui d'autre pourrait aller se cacher là-dedans, par exemple? Hérissons. Hérissons, tout à fait. Les petites souris, il y a des buses qui tournent ici. La petite souris, si elle a envie de se déplacer d'un endroit A à un endroit B, ben, elle va choisir d'aller se cacher plutôt dans les hautes herbes que dans l'herbe toute plate, où la buse va faire « Ouh, chouette, celle-là, je vais me la faire » et attaquer la petite souris. Ça marche pour les grenouilles et les hérons. Les hérons mangent les grenouilles. Donc la grenouille va plutôt choisir de se déplacer à couvert que plutôt dans l'herbe tondue. Voilà, c'est tout un tas de raisons pour lesquelles il est intéressant de laisser également une tonte plus haute. Tonte la pelouse, taille les haies, arrache les mauvaises herbes, ramasse les feuilles mortes. Et puis samedi après-midi, on va porter tout ça au Reciparc. Des Reciparc, ça part dans un centre de traitement. Est-ce que vous avez une idée de quelle est la quantité chaque année de déchets de jardin qui sont apportés? Là, vous pouvez aller haut. Dites-moi un chiffre, mais tapez haut, quoi. 20 000 tonnes. Plus que 20 000 tonnes. Non, il n'arrête pas. C'est lui qui a dit ça. Madame, elle a dit 20 000, j'ai dit c'est plus. 100 000. On est à 60 000 tonnes, donc 60 millions de kilos de pelouse. Chaque année, sur le centre de compost de Grasse-Sologne, 17 000 camions, 25 000 voitures, chaque année. 100 mètres carrés, c'est 100 kilos de tonnes de pelouse sur une saison. Donc vous dites, bah, j'ai 500 mètres carrés, bah, j'ai une demi-tonne de tonnes de pelouse. Donc voilà, c'est bien aussi de ne pas trop tondre sa pelouse pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Il y a des fleurs, c'est des réserves de graines pour les oiseaux, c'est des cachettes, des fleurs pour tous les insectes pollinisateurs. Ces fleurs, qu'est-ce qu'elles vont devenir plus tard dans la saison? Des fruits. Des petits fruits rouges qui vont servir à qui? Aux oiseaux. Oui. Qui peut habiter dans cette haie, à ton avis? Des nids d'oiseaux là-dedans, bah, c'est pas compliqué. Quand en automne, il a besoin de nourriture, il a tout sur place. Si ce sont des oiseaux insectivores, la veine, quand les insectes viennent butiner, bah, l'oiseau, hop, il mange tous les petits insectes. Le restaurant est ouvert, aussi bien en été qu'en automne. Donc voilà l'intérêt d'avoir une haie vive, on peut en parler alors d'une haie vive, bah, c'est de faire des tas. Année après année, bah, il a entassé des branchages, il a entassé ses herbes, il a fait ce qu'on appelle en permaculture, ouais, il a fait du compost en fait, tout à fait. On parle parfois de lasagne, je ne sais pas si on a déjà entendu parler de ça. On additionne des couches de végétaux qui petit à petit, bon, comme Madame vient de dire, vont se composter, vont faire de la terre, et c'est sur ces buts bah, qu'il va ensuite pouvoir planter. L'avantage, c'est que c'est hyper fertile, et l'autre avantage, bah, c'est qu'il utilise sa tonte de pelouse et qu'il n'a pas besoin d'aller les porter au Reciparc. Il fonctionne avec pas mal de plantes vivaces. L'intérêt des plantes vivaces, c'est qu'on les plante une année et puis qu'on s'en occupe plus trop. Enfin, on les taille un peu, on les arrose un peu. Et si vous venez près de moi, en faisant attention de ne pas vous piquer avec le chardon, qu'est-ce qu'il y a là à l'intérieur des feuilles? Oh, c'est chouette. Oh, c'est quoi? Mais dites-le pour tout le monde. Du liquide. Eh ben, c'est de l'eau. De l'eau. Donc en fait, les feuilles, elles se mettent comme ceci, elles font une coupelle, et donc rien, pas besoin de pleuvoir, là il n'a pas plu depuis 10 jours, pourtant il y a quand même de l'eau dedans. Rien qu'avec l'humidité atmosphérique la nuit et de la rosée, et hop, ça fait une petite réserve d'eau, pour qui? Bah, pour nos abeilles, et pour les oiseaux, c'est pour ça qu'on parle du cabaret des oiseaux. Et si on la laisse 2 ans, donc c'est une plante bisannuelle, elle va faire une immense tige avec au bout un gros pompon piquant, tout mauve, qui est super mellifère. C'est des toutes petites fleurs, mais les abeilles avec des longues langues savent aller piocher dedans. Donc ça va vraiment très fort attirer les insectes. Et puis ça va sécher. Et l'autre nom, à part le cabaret des oiseaux, ça s'appelle des cardaires. Et quand on veut peigner la laine, comment est-ce qu'on parle quand on griffe la laine pour faire la laine de mouton? Carder la laine. Et donc anciennement, c'est avec ces pompons tout durs
qu'on les accrochait sur des planches et qu'on pouvait alors carder la laine. C'est de là que vient le nom de la plante ou de l'action qui est liée. Je ne sais pas qui a donné son nom à qui. En fait, c'est la famille des chardons. On dirait un gros chardon en fait. C'est en fait un gros chardon. On parle souvent du cerisier du Japon. Bon, là, c'est évidemment une espèce horticole. Mais le cerisier, dès début avril, peut être en fleurs. Poirier, et puis après les pommiers. Ici, je ne sais pas s'ils ne sont pas encore en fleurs ou ils sont déjà plus, mais par exemple, le pommier chez moi, il est en fleurs énormes, alors que le cerisier, il est déjà fini depuis presque un mois et demi. Et donc, en plantant plusieurs variétés différentes, des hâtives, des tardives, ben, les ruches de Monsieur le Vignoul qui sont juste là derrière, ben, elles savent aller butiner comme ça facilement pour le début de saison. Alors regardez les habitants. Est-ce que vous voyez nos habitantes? Alors il y a une rousse, une blanche et deux grises. Viens voir. Alors c'est quoi l'intérêt d'avoir des poules au pied des arbres fruitiers? Ça mange les insectes. Mais l'avantage des poules, c'est aussi d'avoir des œufs. Alors, c'est d'avoir des œufs, bah oui. Ça c'est l'estomac qui parle. Des gros vers blancs. Ça va manger tous les vers de fruits. Qui n'a jamais eu des cerises avec un petit asticot dedans? Mince. Ou des pommes avec des petits... Ah, ma pomme elle est véreuse. Si votre pomme elle a un ver ou des vers, qu'elle tombe par terre, les vers ils vont rester dans la terre. Ils vont passer l'hiver tranquillement dans la terre. L'année d'après, le petit asticot va devenir une mouchette qui va aller repondre dans la pomme. Oh mince, j'ai encore des vers dans ma pomme. Ben, c'est normal parce que le ver, il a trouvé tout son biotope pour survivre. Si au milieu, vous mettez une poule qui va se faire un asticot et qui va commencer à aller manger tous les petits asticots, bon, peut-être pas la première année, mais petit à petit, les vers de fruits vont disparaître. En tout cas, la pression va diminuer fortement. Pardon? Vive la nature. Ah oui, on devrait tous le crier ensemble. Vive la nature. Vive la nature. Est-ce que c'est pas le slogan de Natagora? Oui, Voilà. bien sûr. Autre avantage d'avoir des poules dans un jardin, vous avez des idées? Madame l'institutrice, bien sûr, ça fait des fientes. Grâce aux fientes, ben, on les met dans le potager. Ici, on a des pommes de terre, on a des salades, on a des tomates. Ça mange effectivement les déchets alimentaires, soit venant du potager, si on a laissé une salade un peu tournée, qu'elle a fané, hop, elle va direct aux poules. Ou si on a mangé, qu'on a préparé en trop grande quantité, hop, on peut également donner aux poules. Et les poules, ça mange aussi un petit peu de tonte de pelouse. Voilà, pour 4 poules, vous pouvez leur donner un bac de petites tondeuses, comme ça, chaque semaine. Normalement, le cadre doit être operculé à 80% pour être certain que le taux d'humidité est bon pour mettre en pot. Alors aujourd'hui, malheureusement, vu le mauvais printemps au début, l'operculation n'est pas suffisante. Alors on va quand même extraire le miel qu'on va rendre aux abeilles. Donc mon fils va utiliser la désoperculatrice et l'extracteur et un micro-ordinateur qui permet de tourner dans les deux sens avec des variations, je dirais, de vitesse différentes pour vraiment optimiser l'extraction du miel. Alors, entre-temps, je vais vous donner d'autres informations. Si vous regardez dans le fond, vous voyez donc une armoire où il est mis 34 degrés. Alors, il faut savoir que le miel, naturellement, il cristallise, donc il se fige. C'est naturel, le miel est un produit vivant. Mais parmi vous, certains consommateurs préfèrent un miel plus onctueux. Alors, comment y arriver sans dénaturer le miel? C'est en le mettant dans une armoire à miel où la température va monter comme la température de la ruche, donc 35 degrés. Donc il faut savoir que dans une ruche, quand la reine pond, il y a 35 degrés. Pas 34, pas 36. C'est nécessaire pour l'évolution du couvert, pour que la larve arrive à terme et devienne une abeille. Une abeille. Voilà. J'ai vu une abeille. Une abeille, t'as vu? Une abeille? Oui, il était rentré. Oui, j'ai vu. Il était rentré. À 70 degrés, le miel est mort.
vous avez le goût, vous avez la couleur, mais vous n'avez plus le côté thérapeutique. C'est pour ça que quand vous mettez dans du thé, il faut attendre que le thé refroidisse un peu pour mettre votre miel. Alors je vais vous expliquer comment on obtient du miel. Enfin je dis comment elles obtiennent du miel. En réalité, les butineuses vont sur les fleurs chercher le nectar. Le nectar, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est de l'eau aromatisée, légèrement sucrée, mais ce n'est pas du miel. Et alors l'abeille va butiner, elle va mettre tout le nectar dans son jabot et elle va retourner à la ruche. Et en retournant dans la ruche, elle va ajouter dans le nectar déjà une enzyme, l'invertase. On appelle ce principe-là la trophalaxie. Parce que quand elle va arriver à la ruche, sur le pas, enfin sur l'entrée de la ruche, elle va régurgiter le nectar dans une autre abeille, dans le jabot d'une autre abeille, qui elle-même va le faire, et ça va se faire une dizaine de fois. Et cette enzyme va être chaque fois ajoutée en plus. Alors, à un moment donné, il y a une abeille qu'on appelle magasinière qui va prendre ce nectar qui est déjà un peu transformé et qui va le déposer dans une alvéole au-dessus de la ruche, dans la hausse. On appelle ça le magasin à miel. Et à ce moment-là, il va avoir une transformation de ce nectar. Donc au départ, le côté un peu sucré, c'était de la saccharose, mais avec l'enzyme, on va avoir de la fructose, on va avoir du sucre maltose qui va se unir naturellement, et surtout du glucose. Et là, on va avoir une deuxième enzyme, glucose oxydase, qui induit le peroxyde d'hydrogène, donc qui permet au miel d'être thérapeutique et surtout, quelque part, désinfectant. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas encore vraiment du miel, c'est déjà un nectar fortement amélioré, mais elles vont commencer à le sécher. Donc c'est les ventileuses qui vont commencer à travailler. Et ils vont faire descendre l'humidité du nectar jusqu'à 17-16%. Et à ce moment-là, elles vont rajouter un bouchon de cire qu'on appelle opercule. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure qu'on enlevait avant d'extraire le miel. Donc, à ce moment-là, le miel peut se préserver. Donc, il faut savoir que l'AFSCA demande aux apiculteurs de mettre une date de péremption de 2 ans, mais qu'en réalité, le miel qui a été bien conditionné peut avoir une durée de vie de 4 siècles. Donc, il n'y a pas de souci au niveau de la pérennité. Maxime. Alors, je vais vous passer un cadre où on montre la gelée royale et pendant ce temps-là, je vais vous expliquer le fonctionnement de la colonie. Donc, la colonie, elle est composée d'une reine. Sa dénomination n'est pas tout à fait exacte parce que avant le XVIIe siècle, on croyait que c'était un roi. Mais c'était une reine. Mais à la Révolution française, on a décidé de la nommer mère. Et je pense que le qualificatif est beaucoup plus approprié. Alors, vous avez des ouvrières. Des ouvrières, c'est des abeilles stériles, donc qui n'ont pas été fécondées, mais qui peuvent, dans le cas d'une reine défaillante, commencer à pondre. Mais pondent uniquement des œufs de mâles, parce qu'elles n'ont pas été fécondées. Alors, vous avez les mâles, qu'on appelle les faux bourdons. On les reconnaît notamment avec les gros yeux qu'ils ont. Donc, ils sont un peu plus gros qu'une abeille et des yeux plus proéminents. Alors, le rôle du mâle, donc du mois d'avril jusqu'à fin juillet, c'est la fécondation. Donc, il ne sait pas se nourrir tout seul, il est nourri par les ouvrières. Son rayon d'action est plus ou moins de 15 km, alors que les ouvrières abeilles font 2 à 2,5 km. Le lieu de reproduction est important aussi, on appelle ça la zone de congrégation.
Donc, c'est-à-dire que c'est une zone qui est délimitée par des champs magnétiques et qui ne change pas. Et c'est, d'un point de vue cylindrique, donc avec un diamètre de 40 mètres, sur une hauteur de 40 mètres. Et les faux-bourdons restent là. Ils attendent la reine vierge qui vient pour se faire féconder. Et là, c'est 10 à 15 mâles qui vont féconder la reine. Alors vous avez aussi les ouvrières. Les ouvrières, elles, quand elles naissent, elles ne sont pas totalement matures, on les appelle les imagos. Et puis, elles vont commencer tout de suite, le premier jour, un travail. Le premier travail, c'est nettoyeuse. Donc ça veut dire qu'elles vont rentrer dans toutes les alvéoles où la reine pond et nettoyer les alvéoles pour que la reine puisse continuer à pondre. Puis elles vont devenir nourricières. Et nourricières, pourquoi? Parce qu'il y a leurs glandes hypopharyngiennes qui vont se mettre à fonctionner. Et c'est ces glandes-là qui donnent notamment la gelée royale. Et la gelée royale, c'est une nourriture qui est donnée à toutes les larves, sans exception. Les mâles, les ouvrières, eux pendant 3 jours, et la reine pendant toute sa vie. Donc il faut savoir qu'une ouvrière en pleine saison vit 6 semaines, en hiver 6 mois. Un mâle, il vit du mois d'avril jusqu'à fin juillet, parce qu'à ce moment-là, toutes les ouvrières vont tuer les mâles, parce que c'est des bouches inutiles à nourrir. Je vois que madame sourit. Et la reine pendant 4 ans. Enfin, en moyenne, hein, pendant 4 ans. Donc, oui, je vais vous faire passer le cap. Donc, après nourricière, elle va devenir cirière. Donc, ça veut dire que même si elle ne le veut pas, à travers son exosquelette, on va avoir des particules de, elle c'est de la graisse, qui vont sortir du corps et... Ah oui, c'est piqué. C'est piqué? On peut voir si le dard. Oui. Alors, quand vous enlevez un dard, si vous n'aimez pas monsieur, vous le pincez pour mettre tout le venin. Sinon, vous grattez. Voilà. Ça va, merci. Voilà. Parce que la poche à venin continue de fonctionner. Tu arrives ici à payer pour se faire piquer. Non, non, mais ce que je vous propose, c'est de vous mettre un peu plus loin au milieu de tout le monde, parce que vous avez des phéromones. Et si une autre abeille sent le venin, elle va vous piquer au même endroit. Tandis que si vous allez au milieu, c'est les autres qui vont se faire piquer. Ouais, ouais. Alors, où est-ce que j'en étais? Je sais plus moi. À Cirière. Alors, il faut savoir que pour produire 1 kilo de cire, ça demande, au niveau énergie, 10 kilos de miel. Donc, c'est énorme. Hein? Alors, au niveau de la récolte, les butineuses, sur une ruche, la récolte, c'est plus ou moins entre 180 et 200 kilos de miel. Mais, pas pour l'apiculteur. C'est pour la consommation normale de fonctionnement de la ruche. L'apiculteur, sauf dans des champs de colza ou autres, va récolter entre 15 et 25 kilos. Hein? Donc le reste, oui. Alors, oui, mais les abeilles réagissent à l'odorat aussi, donc aux phéromones qu'on développe. Oui, surtout vous. Non, non, le parfum et les odeurs corporelles. Et les couleurs sombres aussi. Donc, parce que d'instinct, le prédateur naturel des colonies, c'est l'ours. Donc, voilà. C'est pour ça que les apiculteurs sont habillés en blanc. Donc, voilà. Alors, après les cirières, vous avez les porteuses d'eau. Donc, consommation d'une ruche, 70 litres d'eau par an, parce que c'est ça qui sert à faire l'air chaud dans la ruche, donc on appelle ça l'endothermie. Donc, c'est que quand il fait très chaud à l'extérieur, c'est de refroidir avec les ventileuses la ruche. Donc, pour avoir une température qui reste tout le temps à 35 degrés. Ah oui, oui, oui. Peu importe la température à l'extérieur. Et puis, vous avez les gardiennes, notamment,
qui piquent Tout ce qui bouge. quand elles se sentent menacées. Et puis les butineuses, qui, et là c'est pour la petite histoire qui est un peu triste, donc qui meurent pendant la saison d'épuisement. Et en général, elles restent sur la dernière fleur qu'elles butinent, pour ne pas donner du boulot à leurs Elles meurent dans les consoeurs. fleurs. Oui, voilà, tout à fait. S'il vous plaît. Elles ont des belles funérailles. Oui, tout à fait. Tout Je à les fait. retrouve en général dans la couronne. Oui, 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 oui. Donc, voilà. Alors, la reproduction, parce qu'ici on parle d'une reine qui pond, mais elle pond en réalité pour le fonctionnement de la colonie, pas pour la reproduction, alors que tous les êtres vivants et même les végétaux, c'est pratiquement ce qui, surtout pour les hommes, qui nous donne l'envie de vivre. Hein. Monsieur est d'accord avec moi. La reproduction est de type Ça va parental. beaucoup, ouais. La reproduction est de type parental, donc c'est la division de la colonie. Donc il y a une partie des abeilles, et c'est notamment les butineuses, qui vont décider de scinder la colonie. On appelle ça l'essaimage. Donc l'essaimage, ça va être la division. Et on va avoir une cellule royale qui va apparaître. Et la cellule royale, quand elle va commencer à être operculée, c'est le signe où ils doivent se séparer. Operculé veut dire Refermer quand on met un bouchon. opercule, c'est comme un Ouais. Voilà, tout à fait. Voilà, donc ça c'est le côté général de la vie d'une colonie, évidemment. Maintenant, il faut savoir qu'elles ne produisent pas que le miel, elles produisent la propolis, hein, qui est un produit fantastique. C'est un antibactérien. Oui, il vaut mieux partir, monsieur, sinon, oui, parce que avec votre odeur, sinon on risque d'être piqué. Non, non, ils vont suivre, hein, on va suivre. Ouais, sérieux. C'est pour ça que quand je me fais piquer, je mets tout de suite de l'huile essentielle, de lavande, pour bloquer, pas pour éviter de ne plus avoir mal, mais oui, voilà, pour... Et la citronnelle aussi. moi, je fais lavande. Je ne sais pas. Citronnelle à la maison pour tous les insectes. Ouais. Mais enfin, voilà. Alors, la propolis, qui est un antibiotique naturel. Vous avez la gelée royale. Attention, je vous conseille d'aller sur le site sciencepost.fr qui signale que dans le cas de cancer hormonodépendant, ce n'est pas conseillé d'utiliser et de consommer de la gelée royale. Ah, vous êtes au courant? Oui. On est toujours allé là. Ah oui, voilà. Donc ça c'est important. Et puis vous avez le pollen. Le pollen, c'est des protéines végétales. Et là, vous pouvez en acheter, soit je crois que le stand là plus loin en vend, ou alors à la ferme de l'Arpe, ils en ont également. Alors je suis à votre écoute pour toutes les questions qui vous interpellent. Pourquoi avoir un miel liquide et un miel plus granuleux? Alors, ça, Parce c'est... que le dernier que je vous ai acheté, il est granuleux. Oui, mais c'est alors normal. que l'autre, il est... Mais tout à fait. Printemps et été. Ouais, non, le printemps a toujours une cristallisation plus fine. Donc l'été, c'est toute la composante florale. Donc si vous avez un peu plus de glucose dedans, ben, il sera... Oui, voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas gérer. Parce que c'est un produit naturel, 100%. Donc ce que je n'ai pas dit là-bas, c'est que moi je ne fais pas d'ensemencement, je ne mélange pas les miels. Le miel est 100% naturel, N'ajoutez pas de sucre. rien du tout, non. Mais l'AFSCA autorise l'ensemencement. L'ensemencement, qu'est-ce que c'est? C'est d'utiliser par exemple un miel de colza qui a une cristallisation plus fine. On le mélange avec l'eau de miel. Et comme je vous ai dit, c'est un produit naturel qui a une mémoire, le miel. Donc les deux vont se rencontrer et il y aura une position intermédiaire où la cristallisation sera sympathique. Mais le problème, c'est que le miel de colza, c'est un miel de chou.
Donc c'est comme mettre de l'eau dans du bon vin. C'est un choix. Et personnellement, je ne le fais pas. Donc voilà. Et une ruche, sa durée de vie, comment place? Alors, très bonne question. Combien est-ce qu'il y a dedans? Alors, là, en hiver, il faut compter plus ou moins 30 000 individus. 30 000? Oui, mais dans certaines variétés, et notamment tout à l'heure, on m'a parlé de l'abeille noire, là, on est à 15 000. Hein, donc, elles ont des colonies un peu moins populeuses. Mais en pleine mielée, là, je pense qu'il y en a 50 à 80 000 par ruche. Suivant... Elles sont l'une sur l'autre. Ah non, parce que on augmente les volumes, hein, on met des hausses. Hein. Oui. Parce que je crois que c'était ici. Voilà. Non. Là, il y en a, c'est des ruchettes. Donc, c'est des divisions. Quand une ruche, une colonie a la fièvre d'essaimage, comme je fonctionne en biodynamie, ben, qu'est-ce que je fais? Je la déménage, une partie, ils veulent partir. Donc, je déménage une partie, mais dans une ruchette. Parce que si elles partent et qu'elles ne trouvent pas un lieu pour... voilà, donc elles risquent de mourir. Hein. Voilà, donc j'ai répondu à votre question. Oui. Et une abeille peut aller dans une autre ruche? Non. Si, on appelle ça la dérive. Mais si elle va avec du nectar ou du pollen, ça va, pas de souci. Si elle veut rentrer sans rien, c'est une voleuse. Et alors là, elle se fait malmener. La vie d'une ruche, ben, l'organisme est interchangeable. La reine change, les ouvrières changent. Les mâles aussi, évidemment. C'est un organisme qui peut être immortel. Mais à cause du changement. Donc, il faut savoir que l'ancêtre de l'abeille, c'est 100 millions d'années avant notre ère. Donc, l'ancêtre des abeilles a volé à l'époque des dinosaures, 66 millions. Et qu'est-ce qui fait qu'il y en ait une qui soit reine et pas l'autre? Ah ben, j'aimerais bien le savoir, madame. Pour être fâché chez toi. Parce qu'il y en Non, a qu'une pour oui. qu'est-ce qui Alors, fait que... les butineuses, quand elles décident d'avoir l'essaimage, elles vont prendre une larve de moins de 3 jours et elles vont, au lieu de operculer, je vais dire, elles vont faire un logement vertical. Donc on appelle ça la cellule royale. Et pourquoi celle-là et pas une autre? On le sait. Voilà. Mais il y en aura qu'une. Non, parce que Donc elle est obligée il de y a partir, plusieurs, alors, s'il y a plusieurs il y a plusieurs cellules royales. Et ça, c'est le rôle de l'apiculteur, de préserver les plus belles. Alors, soit de faire des divisions, changer, soit de supprimer. Et dans les cellules royales, l'apiculteur doit pouvoir lire le cadre. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des cellules d'essaimage qui sont sur le périmètre en général. Ce n'est pas une loi à 100%. Vous avez des cellules de rémémérage. Donc, ça veut dire que la reine, pour une raison, ne va pas très bien. Et les abeilles décident, sans essaimage, on appelle ça aussi l'anecbalie. Donc, et vous avez des cellules de sauveté. Donc, des fois, des larves de plus de 3 jours, mais la reine n'est plus là pour une raison X, et ils veulent absolument ne pas être orphelines. Donc, voilà. Et c'est à l'apiculteur, chaque fois. Donc, tous les 7 jours, on ouvre toutes les ruches et on regarde tous les cadres. Donc, c'est du boulot, mais c'est prendre soin des abeilles. Donc, c'est du boulot, je peux vous C'est pas assurer. n'importe qui peut... Ici, on s'amuse, oui, madame. Tantôt, vous avez parlé de la gelée royale et j'ai pas entendu et vous avez dit ça c'est important à savoir, mais j'ai pas entendu. C'est-à-dire que si vous allez sur Internet, parce que moi je suis apiculteur, je ne suis pas médecin et je ne suis pas scientifique, mais je l'ai lu et on me l'a dit également, c'est-à-dire qu'apparemment la gelée royale est déconseillée dans le cas de cancers hormonodépendants. Donc voilà. Et comme je ne suis pas médecin, je dis allez vous renseigner de votre côté. Internet a de très bonnes choses. Lors d'une réunion apicole, j'étais à côté d'un médecin généraliste et on discutait de ça. Lui, il n'était pas au courant. Donc voilà. Donc moi, c'est parce que j'ai fait une conférence sur les abeilles et sur les différents produits dérivés. Et évidemment, comme je pars du principe qu'on a beaucoup de choses à apprendre,
Ben, je me suis instruit, mais via des sites et des regroupements, des recoupements. Donc voilà. Moi j'ai une petite question. Oui. Est-ce que vous avez des sentiments pour vos abeilles comme nous on a avec notre chat, notre chien? Je sais pas, vous. Alors, individuellement, non. Ah, la Brigitte, hein. Voilà. Mais par contre, je dois vous avouer qu'avec certaines reines, alors ça peut paraître paradoxal. Non, moi je Donc, m'y attends. quand j'ouvre les ruches, il y a des reines qui sont un peu affolées, nerveuses et tout ça. Et puis, évidemment, ça, c'est l'anthropomorphisme. Hein. Je suis peut-être dans l'erreur. Mais j'ai des fois l'impression que la reine... C'est un être humain. Non, elle ne s'inquiète pas, elle est cool. Et c'est comme si elle venait dire bonjour. Elle vous Ouais. reconnaît? Non, pas du Non? tout. Non, Le non, dehors non. étonnant. Peut-être. Comme vous dites, on apprend On ne toujours, sait pas. on ne sait jamais, On ne sait hein. pas, mais je pense pas. Non. Mais c'est son comportement. Mhm. Donc tu vois, c'est moi qui juge que c'est comme ça. Mais ça ne l'est peut-être pas. Hein. Donc il y a certaines colonies, je me dis avant de l'ouvrir, ah, Ma petite ça va me faire fille. plaisir. Voilà, Ouais. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus défensifs. vous vous méfiez, oui. Oui, et voilà. Mais c'est la nature, hein. Donc l'instinct, il ne faut pas le combattre. Et moi, je n'essaye pas, parce que vous avez vu hier sur RTBF un apiculteur qui ouvrait des ruches sans aucune protection. Oh. C'est stupide de montrer Oui. ça aux enfants. Oui, c'est sûr. Parce que je peux vous assurer que Oui, c'est très l'instinct de l'abeille, vous avez bien vu avec On l'a vu monsieur, avec monsieur. c'est de se défendre. Donc si elle se sent agressée et ouvrir une ruche, vous l'agressez. Donc voilà. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il peut faire ça? Ben, la grande mode à l'heure actuelle, c'est d'avoir des reines inséminées. Donc comme il n'y a pas trop d'enfants, donc quand il y a la fécondation par 10 à 15 mâles, dans la spermathèque, les différents mâles sont cloisonnés. Donc en réalité, c'est toutes des sœurs et à un certain moment donné, ça va être des demi-sœurs. Quand la reine est inséminée artificiellement, on mélange la semence et on l'introduit dans la reine. Donc la ruche est un peu désorganisée, ce n'est que des demi-sœurs. Et à ce moment-là, vous pouvez y aller à main nue. Ils ont l'instinct, oui, beaucoup moins développé. Donc voilà. Maintenant, c'est confortable pour l'apiculteur, mais c'est, à mon avis, létal à terme pour les abeilles. C'est pas un comportement normal d'abeilles. Enfin voilà. La régionale Natagora de Liège était présente dans le cadre de la journée des pollinisateurs, organisée par le service environnement de la ville d'Ans.